Sous le soleil cru du Sahel, le sable semblait retenir son souffle. En octobre 2025, à Tiban, le capitaine Ibrahim Traoré ne déclencha pas seulement des salves. Il inversa une trajectoire jugée fatale pour une région habituée au deuil. Comment un jeune officier burkinabé transforma-t-il une peur diffuse en coordination méthodique, convertissant l'instinct de survie en doctrine pragmatique capable d'unir trois armées soudées? Et si ce moment relevait moins de l'héroïsme que d'une souveraineté mesurable, soutenue par des décisions rapides, une logistique locale et une responsabilité civile retrouvée? La bataille de Tibonne ne fut pas seulement un affrontement, mais une promesse, celle de prouver qu'un État sahélien pouvait concevoir, planifier et exécuter une opération complète sans dépendre d'aucune tutelle. Ibrahim Traoré, en refusant d'attendre l'aide étrangère, plaça le Burkina Faso devant un pari colossal. Échouer aurait signifié replonger des millions de civils dans la peur. Réussir ouvrirait la voie à une souveraineté concrète. La récompense dépassait la victoire militaire. Regagner la dignité, recréer la confiance, stabiliser l'économie et redéfinir la fierté nationale. Mais cette reconstruction exigeait un modèle inédit. Rapidité, coordination, méthode. Les premiers signaux, partage d'informations entre trois armées, drones réaffectés, chaîne logistique locale, annonçaient un tournant. Dans un Sahel longtemps réduit à des communiqués de crise, chaque minute gagnée devenait un symbole. Si le pari tenait, le Sahel cesserait d'être un champ de dépendance pour devenir un laboratoire africain d'autonomie mesurable. La première révélation ne fut pas une explosion, mais un signal. 2 semaines avant l'opération de Tiban, les services de renseignement du Burkina Faso interceptèrent un message chiffré. Un convoi armé traversait le nord du Sahel. Pour la première fois, 3 armées africaines, Burkina Faso, Mali, Niger, partagèrent leur flux d'informations sans intermédiaire étranger. Cette mini-révélation fut celle qu'attendait Ibrahim Traoré. La souveraineté pouvait aussi se mesurer en gigaoctets. En moins de 48 heures, 12 drones furent déployés, 9 centres de coordination ouverts et 3 chaînes logistiques fusionnées. Ce chiffre seul ne disait pas tout. Dans une région où chaque décision nécessitait autrefois des semaines d'attente diplomatique, l'alliance AES démontra qu'elle pouvait réagir en temps réel. Cette rupture entre lenteur institutionnelle et agilité locale symbolisa un tournant stratégique. Depuis 2013, la lutte contre les groupes armés reposait sur des forces extérieures, épuisant la patience des populations. Les villages d'Arbinda ou de Tessit vivaient au rythme des raids nocturnes et des communiqués lointains. C'est dans cette inertie qu'Ibrahim Traoré forgea sa conviction. La paix importée ne prend jamais racine. De là naquit l'idée d'une alliance du terrain, enracinée dans la connaissance locale et la technologie artisanale. Les ingénieurs sahéliens connectèrent 3 capitales par un maillage de fibres et d'ondes, tandis que des officiers revenus d'Europe enseignaient des tactiques adaptées à leur propre géographie. Le décor de Tibonne se planta ainsi. Une bataille planifiée, non comme une improvisation militaire, mais comme la démonstration qu'une Afrique coordonnée pouvait reprendre la main sur son destin, par ses moyens, ses décisions et sa volonté mesurable. Au cœur de cette stratégie collective se détache une silhouette. Ibrahim Traoré, jeune officier devenu le visage d'une souveraineté active, incarne cette mutation. Dès les premières heures de l'opération, il quitta Ouagadougou pour s'installer dans un poste avancé près de la frontière malienne. Ce geste, risqué mais lucide, signifiait que le commandement ne se mènerait plus depuis des bureaux climatisés, mais depuis la poussière du terrain. Autour de lui, d'autres figures discrètes jouèrent un rôle décisif. Ingénieurs, logisticiens, analystes. L'un d'eux, un technicien de Niamey, raconta avoir transformé un drone civil en outil de cartographie militaire
à partir de composants trouvés sur un marché local. Ces actes minuscules additionnés inversèrent la dynamique du conflit. La créativité africaine remplaçait la dépendance technologique. En moins d'une semaine, les routes frontalières rouvertes virent passer des convois de ravitaillements escortés par des soldats sahéliens. Les habitants, stupéfaits, saluaient des uniformes sans insignes étrangers. Observant ces scènes, Ibrahim Traoré comprit que la victoire ne se mesurerait pas seulement en kilomètres repris, mais en confiance restaurée. Les regards changèrent, la peur recula, et une certitude s'installa. La méthode pouvait être locale. Le Sahel, longtemps défini par ses cicatrices, découvrait sa propre cadence. La question n'était plus chelou de savoir si cette alliance pouvait gagner, mais combien de temps elle tiendrait cette fois nouvelle. Le 14 octobre 2025, à l'aube, les premiers signaux apparurent sur les écrans du réseau de renseignement sahélien. Moins de 30 minutes plus tard, Ibrahim Traoré donna l'ordre d'exécution depuis un poste avancé près de Dori. Aucun délai diplomatique, aucune autorisation étrangère. L'alliance des États du Sahel se mit en marche seule. Les unités burkinabées ouvrirent le feu, leurs salves traçant des arcs de lumière au-dessus des dunes. Chaque impact correspondait à des coordonnées transmises par les drones maliens. Puis, la cavalerie légère nigérienne entra en action, rapide, silencieuse, enveloppant les zones de résistance. En moins de 3 heures, le triangle de Tiban fut verrouillé sur 3 axes. La poussière, le bruit, la précision. Tout convergea vers un même objectif, empêcher l'ennemi de respirer. À Bamo, le centre de commandement AES fonctionnait à plein régime. Des écrans affichaient les images thermiques, les flux radio, les signaux GPS bricolés par des techniciens locaux. L'ingénierie artisanale remplaçait la dépendance satellitaire. Casque sur les oreilles, Ibrahim Traoré observait sans mot dire. Chaque minute gagnée devenait une preuve. L'autonomie du Sahel n'était plus une idée, mais une pratique. À la mi-journée, les troupes encerclèrent les dernières poches adverses. Un ancien capitaine malien témoigna plus tard. « Nous ne les avons pas vus venir d'en bas. » L'effet de surprise fut total. Les motos ennemies, instruments habituels de leur mobilité, furent détruites en quelques salves. Les cellules terroristes se désintégrèrent l'une après l'autre. Vers midi, la poussière de Tiban retomba. Les transmissions radio cessèrent. Les soldats se avançaient dans un silence irréel, découvrant des cartes et des ordinateurs encore allumés. Aucune perte du côté sahélien. C'était le premier miracle, celui qu'aucune puissance étrangère n'avait accompli ici. Dans l'après-midi, les convois quittèrent la zone vers Niamey, transportant armes, documents et disques durs. L'analyse révéla un réseau s'étendant jusqu'à la Libye et au Soudan. Cette découverte transforma la victoire tactique en atout stratégique. Devant la carte du Sahel, Ibrahim Traoré déclara simplement « Nous venons de prouver que l'intelligence, la mobilité et l'unité ne sont pas des slogans, mais des armes. » Quand le soleil disparut derrière les dunes, le silence revint sur Tiban. Mais ce silence n'était plus celui de la peur. C'était celui d'un continent qui venait de se souvenir de sa force. Les chiffres de Tiban ne sont pas des slogans. Ils constituent la mesure d'un basculement historique. En moins de 48 heures, 123 km² furent sécurisés, 287 positions ennemies neutralisées et aucune perte humaine ne fut enregistrée du côté sahélien. Ces données racontent histoire. Ça compte une même histoire. Coordination, vitesse, précision. Pour Ibrahim Traoré, ces nombres ne sont pas des trophées, mais la démonstration d'un modèle africain opérationnel, capable de rivaliser avec les standards internationaux. Le premier indicateur, le temps de réaction. Avant l'AES, la réponse moyenne à une attaque dépassait 72 heures. À Tiban, elle fut ramenée à moins de 6, une réduction de 91%. Ce delta bouleversa la perception du temps décisionnel en Afrique de l'Ouest. Chaque heure gagnée équivalait à des vies sauvées
et à des villages préservés. Derrière cette accélération se cachait une discipline nouvelle. Chaque brigade disposait d'un protocole clair, chaque officier d'un canal direct, chaque décision d'un retour mesurable. Le deuxième indicateur, la logistique. 9 corridors furent ouverts simultanément entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avec un taux de défaillance inférieur à 2%. Ce chiffre, apparemment technique, dissimulait une révolution. Pour la première fois, 3 nations africaines réussirent à soutenir une opération militaire complète sans fournisseur extérieur. Dans les entrepôts improvisés de Gao et de Dori, on entendait une phrase revenir. « Nous sommes nos propres logisticiens. » Cette autosuffisance créait une nouvelle norme régionale. Le troisième indicateur, la perception civile. Les enquêtes menées après la bataille montrèrent qu'à Tibonne, 84% des habitants déclaraient avoir retrouvé confiance dans leurs forces nationales, contre 30% 10 ans plus tôt. Ce bond psychologique transforma la relation entre l'armée et la population. La sécurité n'était plus un service importé, mais une production locale. Enfin, le point le plus marquant reste l'absence totale de pertes humaines du côté AES. Interrogé à Niamey, Ibrahim Traoré répondit sobrement « Ce n'est pas la victoire du hasard, c'est celle du calcul et du respect de chaque vie africaine. » Cette phrase devint la clé d'une doctrine, frappée fort mais propre. Les manuels militaires de Bamako et de Ouagadougou l'enseignent désormais comme une équation. Intelligence plus mobilité, unité, oui, souveraineté mesurable. Ces chiffres, vérifiés et diffusés, construisent plus qu'un récit. Ils bâtissent une norme. Le Sahel, longtemps résumé à ses statistiques de pauvreté, s'offre désormais un vocabulaire de performance et d'efficacité. Dans cette rigueur nouvelle se lit la victoire silencieuse d'Ibrahim Traoré, celle d'un dirigeant qui transforme les données en destin. Les critiques de l'EPA, de l'opération de Tibonne ne tardèrent pas à s'enrichir. Certains observateurs occidentaux soutinrent que le succès de l'alliance sahélienne n'était qu'un effet de surprise, une victoire ponctuelle impossible à reproduire. D'autres affirmèrent que Ibrahim Traoré ne faisait que remplacer une dépendance par une autre, troquant l'influence occidentale contre une centralisation régionale excessive. Ces arguments méritaient d'être entendus, car c'est en affrontant les objections qu'un modèle devient solide. La première critique évoque la durabilité. Oui, le Sahel a remporté une bataille, mais peut-il maintenir cette cadence ? La réponse se trouve dans la structure même du système AES. Décentralisé, fondé sur la coordination locale, il réduit la vulnérabilité aux coupures hiérarchiques. Chaque centre de commandement est interconnecté. Chaque brigade capable d'agir sans attendre d'ordre venu du sommet. Cette flexibilité, héritée du terrain, devient une garantie de continuité. La deuxième critique concerne le manque de ressources. Les budgets militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger restent inférieurs à 1% du PIB. Pourtant, cette contrainte favorise l'innovation. Drones recyclés, logiciels libres, véhicules adaptés au sable. L'ingénierie frugale devient un avantage compétitif. Comme le répète Ibrahim Traoré, nous ne manquons pas d'argent, nous manquons d'autonomie intellectuelle. Enfin, certains expriment la crainte d'isolement. Certains craignent que l'AES n'éloigne le Sahel du reste du monde. Mais le mouvement inverse est en cours. Universités africaines, think tanks régionaux et partenariats sud-sud se multiplient. Le modèle Tiban devient cas d'école, étudié du Ghana à la Guinée. Les faits parlent, stabilité accrue, retour des réfugiés, reprise des marchés. Et dans un continent longtemps habitué à attendre des solutions extérieures, la véritable révolution est peut-être celle-ci. Croire enfin que la compétence peut être locale. Ibrahim Traoré résuma la scène d'une phrase. « Nous n'avons pas seulement gagné une bataille, nous avons changé le camp de la peur. » Cette ligne, courte et nette,
marqua le point de bascule moral du récit. Le 15 octobre au matin, les radios communautaires diffusèrent des images bouleversantes. Villages repeints, écoles rouvertes, marchés réanimés. L'émotion devint une politique publique. Pour la première fois depuis des décennies, le Sahel célébrait une victoire sans cercueil. La reconstruction commençait avant même la fin des décombres. Dans les casernes du Burkina Faso et du Niger, les jeunes officiers voyaient en Ibrahim Traoré la preuve qu'un Africain pouvait diriger, innover et triompher sans tutelle. Ce sentiment d'appartenance, invisible mais contagieux, gagna les frontières, devenant ce que les analystes appelèrent bientôt le syndrome T-Bone, une épidémie de confiance. Le milieu du récit était atteint. Désormais, il ne s'agissait plus de vaincre, mais de se maintenir debout, d'organiser cette autonomie retrouvée en méthode durable, d'enraciner la souveraineté dans les pratiques civiles aussi solidement que dans la stratégie militaire. Les répercussions de T-Bone dépassèrent largement le champ militaire. 4 cercles, national, économique, social et régional, traduisirent ce que les analystes appellent désormais l'effet Ibrahim Traoré. Sur le plan national, quelques semaines après la victoire, le gouvernement du Burkina Faso lança un programme de reconstruction du Nord. Des villages furent reconnectés à l'électricité, 14 écoles rouvertes, 3 hôpitaux de campagne transformés en structures permanentes. Ces chiffres, modestes mais symboliques, marquaient le retour visible de l'État dans des zones abandonnées. Ibrahim Traoré visita lui-même Arbianda, serrant la main de cultivateurs qui parlaient enfin d'avenir plutôt que de survie. Sur le plan économique, la sécurité retrouvée fit renaître les routes. Entre octobre 2025 et mars 2026, le trafic transsaharien augmenta de 20%. Des camions transportant coton et bétail reprirent la traversée jusqu'à Gao et Agadez. Les coopératives locales, soutenues par l'AES, mirent en place un système d'assurance mutuelle, innovation inédite dans la région. Chaque échange devenait un signe tangible que la guerre reculait. Sur le plan social, les marchés vibrèrent à nouveau. Ces femmes, longtemps confinées à l'exil intérieur, reprirent leur rôle de commerçantes et de formatrices. Les radios communautaires diffusèrent des messages en plusieurs langues, en mouré, en peul, en songhai. Dans les écoles, on enseignait désormais la bataille de Tiban comme un chapitre d'histoire contemporaine. Ibrahim Traoré y était présenté non comme un héros solitaire, mais comme le catalyseur d'une intelligence collective. Sur le plan régional, les armées du Mali et du Niger adoptèrent la doctrine Tiban, frapper court, coordonner large, compter sur l'humain. Un conseil permanent fut installé à Niamey pour superviser les projets communs. Des chefs d'État du Ghana, de la Guinée et du Tchad vinrent étudier ce modèle de coopération endogène. Dans les rapports de l'Union africaine, le Sahel cessa d'être classé zone rouge pour devenir région de transformation stratégique. Ces évolutions n'effaçaient ni la pauvreté ni les tensions, mais elles changeaient le vocabulaire. Le mot crise reculait, celui de construction avancée. Sous cette formule nouvelle, la marque d'Ibrahim Traoré s'imprima comme une signature invisible, celle d'un homme ayant transformé la douleur en méthode et l'espoir en système durable. L'avenir du Sahel, après Tiban, se dessine selon 3 trajectoires distinctes. Ibrahim Traoré, dans ses entretiens, rejette l'idée de victoire finale. Il préfère parler de stabilité mesurable, d'un processus qu'il faut entretenir au rythme des saisons et de la confiance. Dans un premier scénario, celui de la consolidation prudente, l'Alliance des États du Sahel maintient sa coordination militaire actuelle tout en développant des infrastructures civiles. Environ 40 000 soldats, mixtes Burkina-Mali-Niger, seraient soutenus par un réseau de 30 drones et 12 bases tactiques. La priorité, sécuriser les routes commerciales et renforcer la chaîne alimentaire. Ce scénario repose sur une cohésion politique stable et un financement interne maîtrisé.
Dans un deuxième scénario, celui de l'expansion régionale, le modèle Tiban inspire d'autres États. Le Ghana, le Tchad ou la Guinée pourraient rejoindre l'AES pour former un pôle de sécurité ouest-africain indépendant. Les ingénieurs du Sahel partageraient leur technologie de surveillance et les académies militaires adopteraient la doctrine intelligence, mobilité, unité. Dans cette hypothèse, la croissance moyenne du PIB régional pourrait dépasser 4%, tirée par la réouverture complète des corridors transsahariens. Mais cette réussite suppose un consensus rare, confiance entre partenaires et neutralisation des ingérences extérieures. Enfin, un troisième scénario évoque la fragmentation critique. Les sanctions économiques et la désinformation étrangère pourraient affaiblir la cohésion interne. Des divergences entre commandements nationaux ralentiraient les opérations communes. Le moral des troupes, comme le financement, pourrait s'éroder. Pour Ibrahim Traoré, ce risque est réel. Le prochain combat ne sera pas contre des hommes, mais contre la fatigue et le doute. Ces trois voies côtoyées ne s'excluent pas mutuellement. Elles forment la carte mentale d'un continent qui apprend à planifier son avenir sans traducteur. Si le sang peut être partagé, disait Traoré, alors le pain aussi. La victoire de Tiban n'a changé plus qu'un rapport de force. Elle a modifié l'imaginaire collectif. Dans les villages comme dans les capitales, chacun y a trouvé un écho personnel. Pour les jeunes, c'est la preuve que la compétence africaine peut se suffire à elle-même. Pour les anciens, c'est la revanche de la patience et de la terre. Et pour Ibrahim Traoré, c'est la confirmation que l'autorité la plus forte est celle qui écoute avant d'ordonner. Les images diffusées après la bataille montrèrent un chef assis sur une natte, entouré d'enfants, discutant d'avenir. Ces scènes, anodines en apparence, devinrent virales sur les réseaux locaux. Elles montraient un pouvoir horizontal, une hiérarchie de proximité. Dans un Sahel épuisé par les discours de supériorité, ce simple changement de ton constituait une révolution silencieuse. Les radios communautaires se multiplièrent sur les débats. Les enseignants improvisèrent par des cours d'histoire contemporaine. Dans les écoles, les élèves dessinèrent les uniformes de leurs propres soldats. L'image du militaire devint celle d'un protecteur civil, non d'un instrument de domination. Ibrahim Traoré répétait souvent « La souveraineté ne s'enseigne pas, elle se démontre par l'exemple. » Oh, mais pou. Cette pédagogie par l'action, relayée par les médias de proximité, contribua à renforcer la cohésion sociale. Elle fit naître une forme d'orgueil tranquille, un patriotisme mesuré qui ne s'oppose à personne, mais se définit par soi-même. Pour transformer la victoire en structure durable, Ibrahim Traoré présenta un plan articulé en 5 étapes simples dans la forme, mais exigeantes dans la mise en œuvre. Chaque étape reposait sur un verbe d'action clair: comprendre, stabiliser, produire, former, transmettre. D'abord, comprendre. L'AES mit en place un système d'écoute civilo-militaire. Dans chaque région, un comité réunissant officiers, enseignants, chefs coutumiers et ingénieurs identifiait les besoins prioritaires avant toute opération. Objectif: ne jamais dissocier sécurité et quotidien. Ensuite, stabiliser. Les zones libérées de Tiban servirent de laboratoire. Des patrouilles mixtes, Burkina-Boali-Niger, y garantissaient la continuité de l'ordre public pendant 6 mois avant le transfert aux autorités civiles. Ce protocole, baptisé transition apaisée, réduisit de 40% les incidents post-conflit. Puis, produire. Les anciens dépôts militaires furent convertis en ateliers agricoles et en centres de maintenance. Les ressources locales remplacèrent progressivement les importations. Ibrahim Traoré insistait. Notre victoire n'a de valeur que si elle nourrit nos familles. De plus, former. Les académies militaires intégrèrent des modules de leadership civique et de gestion communautaire. La guerre devenait aussi une école de gouvernance. Enfin, transmettre. Un programme régional de documentation et de traduction permit de consigner les innovations locales dans plusieurs langues africaines, afin que l'expérience du Sahel serve à d'autres régions.
Cette feuille de route, méthodique et mesurable, fit de la bataille de Tiban un modèle d'apprentissage collectif. Elle liait le courage à la continuité, la tactique à la société, l'armée à la vie civile, preuve que la souveraineté pouvait s'organiser comme une science. Au crépuscule de cette épopée, une image demeure. Ibrahim Traoré debout sur le sable de Tiban, observant un horizon qu'il venait de redessiner. Autour de lui, les soldats rangeaient leurs armes, les enfants des villages riaient, et le vent portait à nouveau des sons de tambour et de prières. Ce moment, ni triomphant ni solennel, résumait une vérité simple. La souveraineté ne s'impose pas, elle se cultive. Quelques semaines plus tard, dans une école d'Arbinda, un instituteur raconta « Avant, nos élèves dessinaient des soldats étrangers. Maintenant, ils dessinent les nôtres. » Cette phrase, reprise par les radios communautaires, devint le symbole d'un basculement intérieur. La peur avait changé de camp, mais surtout, la fierté avait changé de visage. Ibrahim Traoré, en catalyseur discret, avait transformé une victoire militaire en discipline du possible. Là résidait la leçon de Tiban. Quand un peuple se réapproprie ses moyens, le futur cesse d'être une attente, il devient une œuvre commune. L'histoire de Tiban ne se termine pas sur un champ de bataille, mais dans les esprits. Le Sahel n'attend plus qu'on lui dise quoi faire. Il agit, expérimente, construit. Cette nouvelle ère ne demande ni applaudissements ni slogans, seulement de la constance. Ibrahim Traoré, en rendant à la décision locale sa légitimité, a ouvert un chemin que d'autres peuvent suivre sans le copier. Le symbole est puissant. Des mains africaines dessinant leurs propres cartes. Des voix locales écrivant leurs propres récits. La victoire la plus durable est celle qui s'installe dans la routine quotidienne. Réparer une école, sécuriser une route, enseigner dans sa langue. Chaque geste devient un acte de souveraineté. Et vous, lecteurs, quelle part prendriez-vous à cette construction lente et lucide? La question reste ouverte, comme le désert au crépuscule. Vaste, exigeant, mais plein de possibles.